Bonjour Dominique Simonet, vous êtes un des grands spécialistes des États-Unis. Vous avez publié Les secrets de la Maison-Blanche et beaucoup d'autres ouvrages. C'est une surprise, cette victoire. 47e président des États-Unis, c'est Donald Trump une deuxième fois. C'est une sidération, c'est quoi ? C'est une surprise, effectivement, parce que tout avait l'air très très serré. Il y avait jusqu'à la dernière minute, les sondages nous donnaient une situation très compliquée avec l'hypothèse que Donald Trump conteste sa défaite. Enfin bref, là c'est un grand chelem. Oui, c'est vraiment le grand chelem. Les sondages se sont trompés ou qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un sursaut de dernière minute pour le candidat républicain ? Il semble que les sondages soient pas très très bons pour prendre le pouls de la société américaine, en tout cas d'une partie de l'électorat qui s'est exprimé en faveur de Trump et qui était pas prévu dans les sondages. Cela dit, ils étaient dans la marge d'erreur. Là, les écarts quand même dans les États sont assez conséquents, pas énormes, mais quand même assez conséquents. Il y a peut-être une donnée qui manque à cette manière de rendre sensible la société, de la comprendre. Normalement, on ne devrait pas être surpris, puisque ça, c'est vraiment l'électorat qui s'exprime. Alors, il y avait beaucoup d'hypothèses, vous vous souvenez. Est-ce que la communauté arabo-musulmane dans le Michigan va voter ceci? Est-ce que les portoricains en Pennsylvanie vont voter cela? Est-ce que le vote des femmes? Tout cela. Mais en fait, je pense qu'on a trop découpé aussi la société en petites cases, en petits morceaux, et que chaque individu a une identité multiple. On peut être femme républicaine pour l'avortement, habiter dans un État républicain. Et donc, cette dimension complexe de la société moderne, en fait, n'a pas été vraiment prise en compte. C'est une dimension d'une société américaine, on le sait, on le savait déjà, éclatée. Alors, un échec cuisant pour la candidate démocrate. Échec cuisant, oui, et c'est frappant par l'image qu'on a vue sur ce meeting qui était préparé avec le nom Harris sur l'écran et les chaises vides devant. Parce qu'en fait, elle n'a pas fait de déclaration à cette heure-ci. Et on voit qu'en fait, c'est un peu la débandade chez les... Elle n'a pas félicité le candidat gagnant. C'est-à-dire que ça montre aussi les tensions qui règnent. Mais oui, elle n'assume pas, en fait, le poids de cette défaite terrible pour elle et pour le camp démocrate. Et il faut dire aussi que les démocrates n'ont jamais réussi, je crois, à trouver le bon ton dans cette campagne. Bon, c'est vrai, il faut le rappeler, elle est arrivée très tard. Il y avait quand même Joe Biden qui était le candidat. On a vu cette image de faiblesse, ce remplacement un peu de dernière minute. Cette image aussi de Joe Biden balbutiant, je pense que ça reste aussi dans l'esprit des gens. Ça a été l'image des démocrates. Kamala Harris a essayé de partir vers autre chose. Une femme jeune, souriante, pleine de dynamisme. Mais bon, on a vu les démocrates hésiter face à cette bête de scène quand même, cette bête politique qu'est Donald Trump qui labourait sans arrêt le même champ à droite et avec tous les excès dont on peut parler. Mais un esprit de revanche, on peut parler de ça, vraiment. Un esprit de revanche, oui. Un esprit de revanche qui lui a donné une énergie incroyable. Alors, il y a aussi, je crois, les méthodes populistes, à savoir que Donald Trump a super bien employé ça. On décrit un pays, une nation au bord du gouffre qui va très très mal et on se présente comme l'homme providentiel. Et ça, il a très très bien joué. Ce qui n'est pas la réalité puisque l'économie américaine se porte plutôt bien. Alors, ce qui n'est pas la réalité, parce que ça a été un mensonge véhiculé par les réseaux sociaux. Il faut dire aussi qu'on est à la conjonction c'est sans doute la première élection comme ça, avec les réseaux sociaux, les méthodes populistes et l'intelligence artificielle qui permet de véhiculer plein de fausses informations. Mais j'en reviens à votre question. C'est pas la réalité de l'économie. Les chiffres de macroéconomie sont bons. Mais quand vous allez dans des États, comme j'étais récemment dans le Wisconsin, par exemple, il y a des gens qui vous disent, bon, d'accord, Trump, c'est un voyou, mais je vais voter pour lui. Pourquoi ? Parce que la réalité à eux, leur réalité, quand ils vont au supermarché, ils regardent les étiquettes, quand ils vont à la pompe à essence, les prix n'ont pas sensiblement baissé malgré les bons chiffres de l'économie et la vie est très très chère. Et leur principale préoccupation de ces gens-là, c'est l'économie, c'est donc leur pouvoir d'achat et Trump était plus convaincant là-dessus. Et puis deux aussi, c'est le fait d'être reconnu, je crois, de dire au moins Trump
il parle pour nous. Au moins, il nous reconnaît. On n'est pas oublié. Il parle au nom du peuple. Alors que les démocrates, je ne sais pas comment ça se fait parce qu'ils connaissent ce problème depuis des années, mais ils n'ont pas réussi à avoir cette empathie pour le petit peuple, disons, les gens un peu humbles dans des États ruraux ou de la désindustrialisation, comme ces États du Nord. Ils n'ont pas réussi à trouver la bonne parole. Et ces gens-là, là-bas, de manière sincère, ont considéré que les démocrates les méprisaient. Alors en plus, c'est rajouté ce côté showbiz, regardez, on est entre soi, nous on fait la fête, qui a dû irriter assez sensiblement ces mêmes personnes. Le côté Beyoncé, le côté des stars du showbiz qui venaient derrière. Et alors, effectivement, Trump, alors qu'il est associé avec Elon Musk, les milliardaires, lui est apparu plus proche du peuple. Alors je pense que oui, d'abord c'est l'homme fort, c'est un homme fort qui a fait passer l'idée que moi je vous comprends, moi je vous protège, je vais vous redonner des pouvoirs d'achat, je vais vous enlever toutes ces opérations hasardeuses à l'extérieur, ces guerres dont on va les régler en 24 heures, on va les régler en 24 heures, oui. Je vais contrôler les immigrés. Je résume de manière très simple. 1 million d'immigrés déportés, c'est le mot d'ailleurs employé. Voilà. Hein. Et donc ça a été sensible pour un certain nombre de gens. Ils ont absolument, ils adhèrent totalement à cette idée. Je pense qu'il y a aussi c'est pas simplement les MAGA, les extrêmes qui sont eux dans Trump, le Messie. Il y a aussi une partie de l'électorat qui s'est donc prononcé pour Donald Trump, qui est fatigué, je crois, de la démocratie, qui est fatigué, il trouve que ça va mal, qu'on ne les écoute pas, c'est trop compliqué, les élites à Washington ne font pas ce qu'il faut, et qui donc ont un certain tropisme vers une forme d'autorité, en fait. Et il est vrai que avec cette considération-là, Donald Trump est celui qui donne plus d'autorité que Kamala Harris à leurs yeux. Oui, c'est publié chez Tempus, regardez, hein, c'est Les secrets de la Maison-Blanche avec Nicole Bacharan. Vous connaissez bien Dominique Simonet, donc c'est ce livre absolument formidable dans les secrets, top secrets d'ailleurs à la une. Là, on se dit au fond, là, la Maison-Blanche, l'Amérique reste le centre du monde. Quelles conséquences il peut y avoir pour la France, pour l'Europe demain? On voit les réactions, on sent bien que c'était pas le résultat espéré ni par Emmanuel Macron, ni par beaucoup d'autres. Hein. Non, parce que Donald Trump, on l'a vu lors de son premier mandat, il n'est pas, très favori des alliances traditionnelles. Donc les alliés, le monde libre, comme on disait il y a quelques décennies, l'Alliance Atlantique, il n'aime pas trop, il n'aime pas le multilatéral, il préfère les deals. Hein. Lui, il a une conception de la géopolitique comme étant une transaction. Donc l'OTAN, il risque de l'affaiblir un peu, on verra. Il sortira sans doute d'un certain nombre d'accords, il ressortira à coup sûr de l'accord de Paris, comme il l'avait fait, et Biden l'avait rétabli. Donc le problème du climat va se poser de manière aiguë. Et puis il y a une autre question, c'est l'Ukraine, évidemment, où là, il a déjà discuté avec Vladimir Poutine, et il prévoit en tout cas c'est ce qu'il souhaiterait, de laisser à Vladimir Poutine les territoires conquis, le Donbass, la Crimée, de faire de l'Ukraine une zone démilitarisée, une zone qui est une nation qui ne serait pas engagée ni dans l'Union européenne, ni dans l'OTAN. Il reste encore à la volonté des Ukrainiens dans l'histoire. Ça va être un petit peu plus compliqué qu'ils ne le croient. C'est ça la fameuse paix en 24 heures. C'est donner la victoire à la Russie. C'est dépecer l'Ukraine, oui. C'est ça la paix en 24 heures. Alors, ça veut dire que l'Europe, elle va se retrouver face à ce problème. Est-ce que l'Europe peut prendre le relais des États-Unis pour l'aide à l'Ukraine? Quelle va être la position des Ukrainiens? Tout ça sont des données qu'on ne connaît pas encore, mais c'est pas un cadeau pour les Ukrainiens, c'est sûr. Et alors, le protectionnisme à tout va. Là, on parle de la taxe à 100% sur les voitures étrangères pour entrer aux États-Unis. C'est quelque chose qui va avoir des conséquences. On voit notamment sur l'industrie automobile française déjà très affectée par le passage à l'électrique, et pas seulement française d'ailleurs, aussi européenne. C'est plus globalement, c'est l'Europe qui est en difficulté là. Oui, et puis pas simplement l'Europe, mais effectivement, on est aussi. Les bannières douanières, il adore ça. Il a dit que c'était le mot qu'il préférait dans le dictionnaire, les bannières douanières. Donc, il pense qu'effectivement, en augmentant de manière considérable les droits de douane sur plein de produits, ça peut profiter à l'économie américaine. Il y a des économistes qui disent que
pas si simple que ça parce que les prix pour les Américains peuvent encore augmenter dans ces cas-là. Et il faut quand même une transition vers des produits américains qui a pas toujours. Donc les Américains peuvent en souffrir. Mais bon, ça c'est un débat d'économistes. Mais c'est vrai que évidemment la réponse, là encore, la réponse est européenne. On voit assez mal comment on pourrait ne pas répondre à cela sans une forme de protectionnisme aussi européen qui va s'imposer, évidemment. Oui, donc Emmanuel Macron appelle justement l'Europe à s'unir face à cette nouvelle situation. Il y a du chemin à faire, hein. Oui, il y a du chemin à faire parce que est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à prendre le relais des États-Unis pour l'aide à l'Ukraine, par exemple? Il n'y a pas d'Europe de la défense, hein, même si elle est appelée tous les vœux d'un certain nombre de chefs d'État. Il n'y a pas vraiment la possibilité aussi en Europe, peut-être qu'il y a un peu d'argent pour réagir et pour faire une forme de protectionnisme. Mais les Européens ont intérêt à se réunir très très vite et à prendre des initiatives. Ça me semble évident. Oui, et au-delà, on dit parfois que c'est la défaite du wokisme aux États-Unis, que la défaite de Kamala Harris est finalement la victoire à ce point de Donald Trump. Oui, je pense qu'il y a de ça, parce que bon, le wokisme, on l'a vu, c'est un extrême qui s'exprime dans les universités, qui s'exprime dans le monde de la culture, qui veut cancéliser un certain nombre de productions et qui considère que l'homme blanc est l'homme dominateur et que plus vous faites partie de minorités, plus vous avez raison. Et ça, effectivement, ça a irrité bon nombre d'Américains qui, surtout les nostalgiques d'une Amérique traditionnelle qui était plutôt blanche, il faut bien reconnaître, qui avait des valeurs un peu religieuses et patriarcales, donc qui ne correspond pas du tout à cette idée d'une Amérique émiettée en groupe et en identité. Donc c'est sûr que le wokisme a joué un rôle, mais il faut reconnaître que Kamala Harris, pourtant, n'est pas allée là-dedans. Elle s'est bien gardée d'ailleurs de dire qu'elle se présentait en tant que femme, ni même en tant qu'issue de la diversité. Elle n'a pas du tout revendiqué cela. Elle s'en est même bien gardée. Mais malgré tout, visiblement, ça n'a pas suffi. Oui. Alors, il a été le 45e président. Il est le 47e. C'est pas le même Donald Trump. Un nouveau Donald Trump. L'expérience. On a envie de... Oui, c'est une question qu'on se pose. Jusqu'à présent, Donald Trump a toujours été Donald Trump. Il n'a jamais varié. Il a toujours suivi ses méthodes quand il était homme d'affaires, de brutalité. Là, il a employé les méthodes, notamment recommandées par Steve Bannon et les populistes, de se présenter comme le sauveur du peuple, qui lui a réussi. Bon, là, il a gagné. Il voulait sa vengeance. Il l'a. Est-ce qu'il va s'assagir? Moi, j'ai tendance à penser que non, parce qu'on ne change pas une personnalité aussi forte, aussi clivante, s'il ne change pas. Il a quand même prévu de secouer pas mal la démocratie américaine en faisant des purges dans les fonctionnaires, en envoyant l'armée contre les clandestins. Il va avoir peut-être pas mal de brutalité. Après, il va se heurter au réel, parce que malgré tout, on ne change pas les choses. Fut-on président des États-Unis, on n'échange pas aussi facilement. Donc, on va le voir. Mais pour moi, oui, Donald Trump reste Donald Trump et il va falloir faire avec. Oui, merci. Dominique Simonet. Je rappelle Les Secrets de la Maison-Blanche, écrit avec Nicole Bacharange, l'édition Temps Plus. Et puis Le Monde 2, d'ailleurs, auquel vous avez collaboré, numéro spécial. Continuez de vivre, évidemment, cette élection américaine sur TV5 Monde. Merci beaucoup, Dominique Simonet, d'avoir été avec nous.